jour historique. Colère du personnel de Seno, les travailleurs ont tenu en sit-in ce matin pour dénoncer la convocation par le conseil de discipline d'un responsable syndical. À Louga, les habitants de Santiba Nord, Mboubène ont battu le pavé, une marche pour dénoncer la cherté des factures d'eau qu'ils menacent de ne plus payer. Difficile d'étancher sa soif à Diofior, les coupures d'eau sont fréquentes dans l'arrondissement. Le collectif pour la défense des intérêts de Diofior sonne l'alerte. À suivre la page internationale avec Boubacar Dieng, les sports Youssouf Bodian, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et enfin d'édition. Point de vue sur le marché à moins d'une semaine de la fête de la Tabaski. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, ces drames qui sont devenus fréquentes dans les zones aurifères du Sénégal oriental, les éboulements qui sont devenus donc récurrents dans le département de Saraya. Plus d'une vingtaine de victimes enregistrées pour le seul semestre de l'année 2024. Le dernier cas en date est celui de Kumbu Turung, où un orpailleur âgé de 24 ans est mort enseveli hier aux environs de 21h. Cette course effrénée vers la recherche de l'or a fini d'installer l'insécurité dans ces zones, d'où une réorganisation de ce sous-secteur. Ibrahima Diabakhate. Les éboulements sont devenus récurrents dans le département de Saraya, particulièrement au niveau des sites d'orpaillage clandestins, le plus souvent abandonnés. Plus d'une vingtaine de personnes sont mortes englouties dans ces décombres lors de ces affaissements. En février dernier, 3 morts et plusieurs blessés graves ont été enregistrés lors d'un éboulement à Mamakono, au moment où plusieurs orpailleurs s'affairaient à l'intérieur de la mine. Une semaine auparavant, 2 morts et plusieurs blessés ont été signalés à Ilimalo lors d'un éboulement. Plusieurs autres morts ont été signalés lors d'éboulements dans les différents sites d'orpaillage clandestins dans le département de Saraya. Hier, un orpailleur âgé de 24 ans qui squattait un site d'orpaillage abandonné est mort enseveli lors d'un éboulement à Kumbuturu. Cette course effrénée vers la recherche de l'or a fini d'installer l'insécurité dans ces zones. Aujourd'hui, la réglementation de ce sous-secteur s'avère nécessaire au regard des nombreuses victimes qu'il ne cesse d'engendrer. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. La radio de toute l'actualité. Un jour historique pour le Sénégal et Woodside. La société Woodside annonce ainsi la production du premier baril de pétrole du champ Sangomar. L'entreprise exploitante qui détient les 82% du projet Woodside se dit prêt à investir le marché international. Petrosen, qui détient les 18%, parle d'une nouvelle ère pour l'industrie et l'économie du Sénégal dans un communiqué conjoint. La synthèse de Nafissa Toussila. C'est un jour historique pour le Sénégal. Les premiers mots de Madame Meg O'Neill, PDG de Woodside. Le Sénégal est officiellement pays producteur de pétrole. Selon la PDG, ce premier baril du champ de Sangomar est une étape clé qui témoigne de la concrétisation des stratégies jusque-là fixées. Dans un communiqué conjoint, Woodside soutient que le projet Sangomar devrait générer de la valeur pour les actionnaires conformément aux termes du contrat de recherche et de partage de production, et la livraison en toute sécurité du premier projet offshore du Sénégal démontre la capacité de l'entreprise à exécuter des projets de classe mondiale. Après cette première étape franchie, Petrosen EEP, qui détient 18% de l'entreprise, a exprimé sa satisfaction. Le directeur général Tchernouli affirme que ce premier baril marque une nouvelle ère pour l'industrie, mais aussi l'économie du Sénégal, avec des opportunités de croissance et d'innovation. Pour lui, c'est le résultat de l'engagement des différentes équipes qui ont travaillé de manière acharnée pour atteindre les objectifs stratégiques dans un environnement complexe et exigeant. La phase 1 du développement du champ Sangomar consiste en un FPSO nommé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président de la République du Sénégal. Il est amarré à environ 100 km au large du Sénégal, avec une capacité de stockage d'1 300 000 barils. La phase 1 du développement comprend 23 puits. Le forage et la complétion de 21 des 23 ont été effectués, dont 9 puits de production. Le projet Sangomar est mené par la co-entreprise Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profonde, qui est composé de Woodside, l'opérateur avec une participation de 82%. Le coût global investi est dans la fourchette de 4,9 à 5,2 milliards de dollars américains. Selon les analyses de l'entreprise, la qualité de ce brut correspond à la demande des marchés européens et asiatiques.
Midi, 6 minutes, Sankiba Nord, Mbouben, dans la commune de Louga. Les populations étaient dans la rue. Une marche pour dénoncer la cherté des factures d'eau. Elles interpellent les autorités compétentes sur la question et menacent de ne plus payer les factures. Nafissa Toundiaï. Ces habitants du quartier Sankiba Nord Mbouben sont dans le désarroi. Ils ont constaté de fortes augmentations sur leurs factures d'eau depuis 2 mois. Une situation qui hante leur sommeil. Abi Diop, habitante du dit quartier. 85 J'ai toujours payé mes factures normalement. J'habite ici depuis 1985, mais ces derniers mois, nous recevons des factures trop chères et je comprends plus. Les 2 dernières, l'une s'élève à 150 000, l'autre à 35 000. Finalement, moi je ne comprends plus. Messagnan habite à Mbouben. Lui aussi déplore cette situation. Il revient sur les factures jugées élevées. Ceux qui payent 6 000 francs ont reçu ce mois-ci 25 000. Ceux qui payent 35 000 ont payé 100 000 francs. Ce que je déplore vraiment, les agents de la CNO entrent dans les maisons et retirent nos compteurs sans aucun avertissement. Moi, pas plus tard qu'avant-hier, je l'ai vécu. J'ai demandé à l'agent de puiser de l'eau avant qu'il ne retire mon compteur, mais il a refusé. Ces populations tiennent d'ailleurs à alerter. Elles n'excluent pas de boycotter les prochaines factures si rien n'est fait, ce que nous confirme Martha Kébé. Nous ne payerons plus les factures chères. Nous avons déjà averti le commissaire et j'ai remarqué les factures ont augmenté depuis l'annonce des audits. Ces habitants des quartiers Sankiba Nord Mbouben interpellent les nouvelles autorités. Ils souhaitent être éclairés sur la cherté de leurs factures. Nafissa Toundiaï, Louga, Radio Futur Média. Sit-in ce matin des délégués du personnel de Seno. Cela fait suite à la convocation par le conseil de discipline d'un responsable syndical, Oumar Ba, à qui on reproche d'avoir dénoncé une perte de 17 milliards de francs CFA de la boîte. Ce délégué a été par la suite sanctionné pour 8 jours. Les délégués comptent saisir l'inspection du travail pour arbitrage. Mohamedou Mustafa Ba au micro de Koumba Sandiane Faye. Le SG Oumar Ba a dénoncé beaucoup de choses. Première chose qu'il a dénoncé, c'est la perte de Seno depuis 4 ans. 17 milliards de pertes. Et vous savez très bien que nous, les travailleurs de Seno, on a dans ce capital-là 8% qui représente presque 1 milliard dans ce capital. Et on avait dit qu'on a besoin de nous édifier sur cette perte-là. Mais jusqu'à présent, la direction générale ne veut rien prononcer sur ça. On devait organiser les élections de représentativité des délégués du personnel. Ça fait 1 an et quelques, on n'arrive pas à organiser ces élections-là. Et la direction générale ne veut pas organiser ces élections. Les élections encore de représentativité du conseil d'administration. Là, on a fait 2 fois les élections du conseil d'administration, mais le représentant n'a jamais siégé. Et chaque fois, il y a des retards avec la direction générale de la CNO. Pour vous dire vrai, on est en train de subir de la dictature au niveau de la CNO. On est en train de subir de l'esclavage au sein de la CNO. Et pour vous dire vrai, nous, en tant que délégués du personnel, on ne va pas reculer un iota sur ce qu'on est en train de faire. Les coupures d'eau à répétition à Diofior et dans les communes de l'arrondissement. Dans certains villages, l'eau ne coule pas des robinets. Le collectif pour la défense des intérêts de l'arrondissement, en conférence de presse, a attiré l'attention des nouvelles autorités sur la situation. Aminata Goudiabi. Aofaï est la gérante du restaurant le plus fréquenté de la commune de Diofior. Debout devant les lieux, elle attend l'enfant qu'elle a envoyé lui chercher de l'eau. Ce matin encore, elle a souffert pour en avoir. Des fois, on a des problèmes pour préparer même le repas. C'est très difficile. Souvent, les salariés ne viennent pas. On achète des sachets pour donner nos clients. Aussi, on prend des sachets aussi pour préparer de l'eau chaude. Ça, c'est très difficile pour nous. Les longues coupures d'eau dans cette commune ont fait beaucoup chuter les recettes dans le restaurant de Aofaï. Quotidiennement, elle dépense beaucoup d'argent pour acheter de l'eau. Les bidons de 20 litres, c'est à 150 maintenant. Au début, c'était à 125. Pour la cuisine, on achète 20 bidons. C'est des pertes, on ne comprend pas. C'est très difficile. On ne comprend pas les factures et c'est très cher aussi. Parce que souvent, nos robinets, on utilise ça 2 fois dans la semaine ou bien une journée dans la semaine. Plus loin, à Ndangan, dans la commune de Fimela, les habitants vivent également un vrai calvaire. Fatou est mère de famille, agricultrice et transformatrice de produits de la mer. Ici à Ndangan, à Marlot, jusqu'à Differ, il n'y a pas d'eau. Dans chaque famille, on dépense 2000 francs ou plus.
par jour pour avoir de l'eau. Il faut que l'État nous aide. Ces désagréments dans la fourniture en eau concernent toutes les communes de l'arrondissement de Fimela, Diofior, Fimela, Palmarin, entre autres. Les jeunes de la zone ont d'ailleurs fait face à la presse une énième fois. Ousseinou Mané et de Djilor Djidjak. Depuis 7 ans maintenant, nous sommes confrontés à des problèmes d'eau. Et de jour en jour, la situation s'est empirée. Une autorité locale contactée a confié tout de même que la situation commence à s'améliorer dans quelques villages de l'arrondissement. Aminata Goudiaby, Fatick FM. Aminata Goudiaby, le forail de Dara Djolof bien fourni en moutons à quelques jours de la Tabaski et la sécurité renforcée pour garantir une meilleure protection des éleveurs. Des propos du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Le docteur Alpha Ba a aussi apporté des précisions sur l'aliment de bétail destiné aux opérateurs et le problème de recouvrement du fonds de stabilisation dans le département de Linguère. Ces propos sont recueillis par Bayasan Diaw. Nous avons visité le Daral, nous avons vu que vraiment il est assez fourni. Et les chiffres qui nous ont été donnés, comparé à ce que nous avions l'année dernière, il est mieux fourni cette année. Et ça préjase que pour cette Tabaski, Inch'Allah, que le Sénégal sera fourni. Et ce Daral, comme je l'ai dit tantôt, il est important pour nous parce que c'est l'un des principaux marchés de nos races locales. Et nous ne pouvons pas aller vers l'autosuffisance si nos races locales ne suffisent pas pour alimenter le niveau national. Souvent, l'un des principaux problèmes soulevés par les éleveurs, c'est la question sécuritaire. Et pour cette année, nous avons vu que sous la coordination du préfet et des autorités, la gendarmerie a mis un très bon dispositif. Quand on parle des opérations de Tabaski, on parle souvent du financement. Et l'un des mécanismes de financement importants qui est mis à disposition, c'est le fonds STAB. Mais nous avons constaté, et ça c'est un appel que je lance aux éleveurs, il y a un montant très important non recouvré au niveau du département de Linguère. Nous voulons dire aux organisations d'éleveurs ici de sensibiliser leurs membres pour qu'ils puissent rembourser les montants. Parce que si ce remboursement-là n'est pas fait, il sera impossible au fonds STAB de continuer à financer les éleveurs du département de Linguère. Pour l'aliment de bétail, je voulais juste préciser que tout à l'heure, en concertation avec le préfet, il nous a expliqué que le quota qui était destiné à la zone de Dara, qui est 60 tonnes d'aliments de bétail, était disponible. Ils sont en train de faire le travail de recensement pour mettre cet aliment de bétail-là à la disposition des éleveurs. Mais nous tenons à préciser que cet aliment de bétail qui vient d'arriver est destiné pour les éleveurs engagés dans la Tabaski. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, elle a le mérite de sortir la société civile et l'opposition de leur torpeur. Selon des analystes politiques, c'est la fin de l'état de grâce pour le nouveau régime qui sera désormais surveillé et critiqué au besoin. Mohamed Alimba signe le dossier du jour. En condamnant les déclarations jugées maladroites d'Ousmane Sonko, la société civile a voulu rappeler à l'ordre le Premier ministre. C'est un coup de semonce. Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Moi, je pense qu'elle ne s'est jamais endormie. Le problème, c'est qu'on voulait simplement les laisser travailler un peu. Parce que quand vous venez d'arriver au pouvoir, c'est un problème parfois même de pudeur. On a envie de vous laisser travailler. On n'a pas envie de vous jeter en pâture. On n'a pas envie systématiquement de vous critiquer, même s'il y a des choses que nous, si vous voulez, il y a des choses que véritablement que nous n'aimons pas voir dans ce pays, que nous ne partageons pas, des actes qui ont été posés, des nominations. Nous savons qu'il y a des promesses qui n'ont pas été respectées, mais nous aurions aimé leur laisser quand même le temps de s'installer, le temps de peut-être essayer de poser leur marque. Mais s'ils se comportent comme ça, ensemble, peut-être que c'est la seule méthode qui vaille, qu'il faut peut-être essayer d'intimider pour pousser les gens à se taire, etc. Mais là, il fait fausse route. Les gens vont se réveiller justement. Jusque-là, Ousmane a déroulé. On a pensé même que cette société civile était de son côté. Mais jusqu'où cette surveillance peut-elle aller? Papa Madoufal, journaliste, analyste politique. Les sorties des Mouniaï Sissé et autres pour lui dire, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, nous vous attendons ailleurs. Ce n'est que de bon ton. La presse également en a pris pour son grade. Mais vouloir recadrer la presse de cette manière-là, ce n'est pas évident parce que de toute façon, ceux qui font bonne presse ne se sentent nullement concernés par ces propos. D'autres, peut-être, oui, peuvent être choqués, surpris, mais pour l'essentiel, disons en tout cas que ce n'est pas cela qui est attendu de Ousmane Sonko dans sa démarche pour bien guider le Sénégal. Les dérives de l'opposant ont eu aussi le mérite de
sortir l'opposition de sa torpeur. À l'absence de Macky Sall, ceux qui sont là ont rempli le rôle. Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Vous savez, le chef de l'opposition, quand on dit c'est Macky qui n'est pas là, ça a un peu phagocyté Benno et la paire, qui est en train de s'organiser un peu en interne. C'est ça qui a fait qu'il n'y a pas de réveil. Khalifa, je le connais, bon, peut-être qu'il est assez républicain pour dire que bon, on va le laisser travailler un peu. Mais comme je disais tout à l'heure, mais il y a des limites. Si le gars maintenant ne le comprend pas de cette façon et pense que peut-être on a peur de lui ou bien parce qu'il a une légitimité populaire, qu'il peut tout se permettre, après ce moment-là, il fait fausse route. Mais ici, personne n'a peur. Il faut qu'il le comprenne comme ça. Ça ne marchera pas, ça. Il faut le lui dire tout de suite. Fin donc de l'état de grâce, marquage à la culotte. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale à 12h16. Bonjour Boubacar Dieng. Bonjour Georges, bonjour à tous. Le Malawi pour démarrer, mauvaise nouvelle. L'avion du vice-président qui avait fait un crash hier, retrouvé sans survivant. L'épave de l'avion qui transportait le vice-président a été retrouvée sans survivant, comme vous l'avez dit Georges. C'est d'abord une annonce du président Lazarus Chakwera, Saulus Chilima et 9 autres personnes volées à l'intérieur du pays lundi lorsque leur avion a disparu des radars de l'aéroport. Il s'agit d'un avion militaire et le commandant des forces de défense du pays a déclaré que le temps brumeux autour de la forêt de Chakangua avait réduit la visibilité. Le président du Malawi s'est dit profondément attristé et désolé d'informer les Malawistes de cette terrible tragédie. Il a déclaré que l'équipe de secours avait donc trouvé l'avion complètement détruit. Il a rendu hommage à son vice-président, le décrivant comme un homme bon, un père dévoué, un formidable vice-président Georges. En Côte d'Ivoire, convention du PDCI, Jean-Louis Billon face à Tidjane Thiam. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, prépare la convention de son parti qui verra la désignation du futur candidat à la présidentielle de 2025. Si Tidjane Thiam semble être le candidat naturel, Jean-Louis Billon, membre du PDCI, se signale lui, Gobia Yabi. Invité de la nouvelle chaîne ivoirienne le 9 juin dernier, Maître Abdoulaye Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, a déclaré, je cite, « Monsieur Laurent Gbagbo a été condamné à une peine d'emprisonnement si aujourd'hui le PPAC ou des individus lancent un appel au public à le fait de contrarier l'autorité. En solidarité avec Monsieur Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de l'article 185 du nouveau code électoral ivoirien. » Fin de citation. Cette sortie a provoqué une onde de choc au sein du Parti des peuples africains qui a aussitôt produit un communiqué dans lequel il a déclaré que l'affirmation de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire est une preuve supplémentaire de l'intention du gouvernement d'utiliser la justice et la législation pour restreindre la liberté d'expression afin de sécuriser un terrain favorable avant les élections présidentielles de 2025. Pour rappel, le projet de loi visant à modifier la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant sur le code pénal a été adopté par l'Assemblée nationale le 6 juin dernier. Il devrait passer devant la Chambre du Sénat dans les jours à venir. Son article 185 stipule qu'est puni des peines prévues dans l'article 184 quiconque lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité de provoquer la solidarité envers un individu qui fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations. Alors que les présidentielles de 2025 se profilent à l'horizon, le débat sur la liberté d'expression et les droits politiques en Côte d'Ivoire ne fait que commencer. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Et au Gabon, le ministre de l'Intérieur a été auditionné le 10 juin 2024 par les députés de la commission des lois sur le futur code électoral sur la base duquel les prochaines élections doivent être organisées. Mais l'adoption de cette loi divise toutefois au sein de l'hémicycle. Suivons ces précisions d'Awambaye. Awambaye que nous retrouvons donc pour parler du Gabon avec le ministre de l'Intérieur qui a été auditionné par les députés de la commission des lois sur le futur code électoral sur la base duquel les prochaines élections doivent être organisées.
Suivons ces précisions d'Awambaye. Devant les députés, le ministre de l'Intérieur est venu défendre le futur code électoral sur la base duquel seront organisées les prochaines élections au Gabon. Le ministre a demandé aux députés l'adoption de cette loi qui va permettre d'organiser le référendum constitutionnel prévu avant fin décembre. Aujourd'hui, tous les députés sont unanimes. La loi électorale est le premier texte de la transition, instauré après le coup d'État du 30 août 2023 et qui a renversé Ali Bongo. Mais selon RFI.fr, nombreux sont les députés qui le rejettent pour des raisons de calendrier. Ils souhaitent que le texte soit débattu en janvier prochain après le référendum constitutionnel, comme l'avait auparavant décidé la transition. Plusieurs députés s'inquiètent aussi des dispositions qui accordent trop de pouvoir au ministre de l'Intérieur dans l'organisation des futures élections qui, selon eux, va gérer l'ensemble du processus de bout en bout. Après les débats, le président de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une sous-commission chargée d'examiner le texte de fond et elle va rendre les conclusions dans 10 jours. Législative anticipée en France, le Premier ministre rassure son camp. La grande mosquée de Paris appelle les musulmans à voter contre l'extrême droite. Discret et silencieux depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, Gabriel Attal a donc pris la direction du Palais Bourbon ce mardi. C'était pour participer à une réunion du groupe des députés Renaissance. Le Premier ministre français a tenu à rassurer qu'il va aller au bout de son devoir de citoyen attaché à son pays, qu'il donnera tout pour éviter le pire. Pendant ce temps, le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle les musulmans à voter lors des législatives anticipées du 30 juin pour contrer ce qu'il appelle la montée inquiétante de l'extrême droite. Shemseddine Hafiz estime qu'avant ces élections anticipées, la France semble naviguer entre les écueils d'une démocratie fragile et les remous d'une montée inquiétante de l'extrême droite et qu'une cohabitation avec le parti de Marine Le Pen constituait déjà un péril significatif pour la France. Georges. Merci Boubacar Dieng. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le marché à quelques jours de la Tabaski, nous ferons le point avec Mohamed Tissé, vice-président de l'ASCOSEN, et Malik Gueye, directeur exécutif de l'UNAQUA Yessal. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci Georges. Football, le Casa Sport croit en son maintien en Ligue 1. Après le Stade de Bourg qui est aussi dans l'attente, vous avez certainement entendu ses dirigeants. Nous avons donné la parole ce matin au manager général du club de Ziguinchor. Selon Siaka Bodian, le Casa Sport a aussi introduit des recours et espère avoir gain de cause. Il est au micro de Lamine Ba à Ziguinchor. Le Casa Sport a fait un recours au niveau de la commission de recours de la Fédération sénégalaise de football pour protester contre le verdict rendu par la commission de discipline par rapport à sa réserve contre Diamono Fatick. Nous sommes d'autant plus convaincus de l'issue heureuse de cette démarche. Nous sommes confiants en nos chances de rester en Ligue 1, dans la mesure où si on ne prenait en compte que les points acquis sur le terrain, le Casa Sport effectivement c'est largement maintenu. Maintenant, en raison de points attribués par les juridictions, notamment la commission de discipline, en particulier de la Ligue Pro, certains clubs en ont profité pour passer devant le Casa Sport. Mais puisque voilà, justement, il y a cette possibilité de recours-là, nous l'avons fait et nous espérons que nous serons rétablis dans nos droits et que donc le Casa Sport va continuer à jouer en Ligue 1. Sans compter les autres dossiers qui indirectement nous intéressent également, c'est le cas des appels ou des recours du Jaraaf, notamment face au Stade de Bourg et à Diamono Fatick, et qui nous l'espérons également en fonction du verdict qui va tomber, pourra donc influer positivement sur notre maintien en Ligue 1. Siaka Bodian, le manager général du Casa Sport. À ce jour, donc, il n'y a que deux certitudes après donc la clôture de la saison. Djambar est relégué en Ligue 2 et Teungueth FC, champion de la Ligue 1 pour la deuxième fois. Les Rufisquois qui prévoient de fêter le trophée avec leurs supporters le 22 juin prochain au stade Ngalandou Diouf. Teungueth FC qui n'avait pas pu le faire lors de la dernière journée puisqu'ils ont été contraints de jouer à huis clos loin de leur base à Guédiawaye. Je vous propose de suivre leur président, le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye. Un bilan satisfaisant parce qu'on a terminé l'année dernière en
en bonne posture avec le trophée de la Coupe de la Ligue. On est revenu avec le trophée des champions. On a pris le choix de partir avec une équipe jeune, d'où l'expérience et la perte de certains gros matchs, la nervosité. C'est une félicitation. Ils ont calé, on a le goût amer contre MPC, mais bon, on ne peut pas tout gagner aussi. Il faut savoir raison garder. Dire Alhamdulillah, on est déjà en pleine préparation sur la saison prochaine. Et on n'a pas attendu, tout le monde me dit l'Afrique, mais bon, on n'attend pas l'Afrique pour recruter, voir nos juniors, voir ailleurs. On a déjà 5 arrivées officielles. Et ces 5 arrivées ne viennent pas pour s'asseoir sur le banc, ça va être la compétition. L'Afrique, c'est au mois d'août, 16-18 août. Parce qu'il y a un planning qui est déjà défini pour reprendre le travail. Bon, ils partent en vacances tout de suite là. On verra ceux qui sont là le 22 pour un sacre à Rufisque. On fera quand même la fête parce qu'ils le méritent. On reprendra sûrement le 5 juillet. Et on verra le tirage sûrement. J'ai eu la Gambie, leur champion ne joue pas. Donc on va voir sur qui on tombe. Mais le foot se joue sur le terrain et personne ne peut nous priver de nos fêtes. On organisera notre propre fête et on va décorer nos joueurs. Youssouf, l'ancien ministre des Sports Matarba, plaide pour un soutien au mouvement navétane. Il était à Thiaré Ndialgui pour assister à une finale de la Coupe du maire de cette commune de Fatick. Matarba qui estime que de grands pas ont été franchis, mais le chantier reste énorme. Aminata Goudjabi. Le championnat populaire national communément appelé Navétane devrait être beaucoup plus considéré. Des jeunes passionnés et talentueux y évoluent. Selon l'ancien ministre des Sports Matarba, l'État a déjà fait de gros efforts pour soutenir les dirigeants, mais il faut davantage renforcer les moyens et les infrastructures. C'est une école, ne serait-ce que la formation que les jeunes Sénégalais reçoivent à travers le Navétane mérite une plus grande attention de la part des autorités. On a essayé avec le régime du président Macky Sall. Je me réjouis aussi d'entendre le président Bassirou qui, à travers un communiqué du Conseil des ministres, montre qu'effectivement le Navétane devrait être beaucoup plus considéré. C'est pas repenser pour tout reprendre à zéro, mais peut-être renforcer. Le sport est sur de bons rails. Il faut toujours accompagner. Matarba a suivi la finale de la Coupe du maire de Thiaré Ndialgui dans le département de Fatick, un match remporté par l'ASC Magdan sur l'équipe de Nanor au tir au but. Badara Ndiaye, maire de cette commune, se réjouit de la réussite du tournoi. J'ai un sentiment de satisfaction parce que l'édition 2023 a vu beaucoup d'autorités qui sont là accompagner la jeunesse de Thiaré Ndialgui. Je suis très satisfait parce que nous avons joué cette édition jusqu'à la finale. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'animosité, donc c'est le fair play qui a. En ce qui concerne les infrastructures sportives, un projet d'implantation d'un stade digne de son nom dans l'arrondissement de Ndiop est en gestation et les maires des communes concernées y travaillent. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. Suite de la 4e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Dans le groupe B, le groupe du Sénégal, tout à l'heure à 13h, le Soudan du Sud reçoit le Soudan qui, en cas de victoire, peut reprendre la première place du groupe actuellement occupé par les Lions du Sénégal. On aura également nos voisins du Mali qui se déplacent à Madagascar à 13h. Les Gambiens seront au Gabon à 19h. On aura également le Kenya qui défie le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, Georges. Merci Youssouf Bodian, c'était la page des sports. Lecture et commentaire, Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Tel une star de télé-réalité, Ousmane Sonko s'est produit, vous le savez, dimanche dernier au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le pacifiant en chef qui a donné rendez-vous ce jour-là à ses militants et autres inconditionnels a tenu son rôle sur les planches. En chef de guerre, il a rassuré la troupe, fusillé les opposants, critiqué la presse et traité les magistrats de corrompus et promis de nettoyer au Karcher les écureuils de Yassa. Applaudi et acclamé, la bête de scène a pavoisé, mais cela n'a duré que le temps d'une rose et pour cause. Comme le relève l'essentiel des publications, aussitôt les rideaux tirés, peut-être même avant, Sonko a commencé à recevoir sa dose. Opposants, magistrats, presse, société civile lui tombent dessus. Walfadri pointe les contre-coups d'une communication ratée. Bosby le jour se lance et écrit que les réactions aux attaques de Sonko ont été musclées. C'est les premiers missiles. Birahim Seck de dire à l'endroit du Premier ministre, votre rôle c'est d'apporter des solutions durables pour consolider la presse. Eliman Khan de l'ex-Africa de soutenir pour sa part, nous ne permettrons pas des menaces contre la presse et les juges. Mondial Sissi de l'ONG 3D de dire, ce n'est pas aujourd'hui que la presse sénégalaise va faire allégeance à l'État. Volet donc de bois vert contre Ousmane Sonko. Quelle désillusion, le temps des discours est révolu. Mettez-vous au travail, lance Anta Babacar Ngom. Abdoumbo, en ces termes, il faut que Ousmane Sonko arrête de menacer
gens. Il a tous les instruments, il a les rapports sur sa table, eh bien, il n'a qu'à passer à l'acte. Pour Pape Malick Ndour, il est clair qu'un État ne peut fonctionner efficacement sans autorité, car l'autorité ne peut être déléguée, elle doit être assumée. Thierno Bokoum dit que encadrer la justice et la presse selon ses propres orientations est la pire des dérives d'un apprenti dictateur. Le temps des discours populistes n'a plus sa raison d'être. Vous êtes au pouvoir. Donnez-nous des solutions, lance Thierno Alassane Sall. Pour avoir vendu la mèche dans l'affaire de la vidéo d'Alassane Fall, Sonko pris en flagrant délit d'émission dans les affaires de la justice, pointe sur ça. Un spécialiste du droit comparé demande à ce que le président de la République démette le Premier ministre. Commentaire de sucré salé du quotidien, eh bien, c'est le retour de flamme pour Ousmane Sonko. Ousmane a tiré sur tout le monde hier, mais il y a magistrature politique. Le Premier ministre qui est retourné dans son coin doit faire face au retour de bâton. Après la poussière soulevée au Grand Théâtre lors de son sketch politico-étatique, il doit faire face à ses adversaires du monde des réseaux sociaux qui ne vont pas avoir un rappel. On dirait que tous ces propos ont été consignés sur le net pour lui sortir ses archives visuelles et sonores. Les vérités d'hier ne sont plus les vérités d'aujourd'hui, et bien vice-versa. À la une du journal Le Quotidien, ce reportage sur les tensions entre les relations entre les ICS et les riverains, nerfs de la guerre. Les populations campent dans la rue pour l'application du barème des indemnisations de Mewan Agad jusqu'à Niakhate. La colère couve. Le blocus de ces installations levé hier, la société respire. À lire dans Le Soleil, cet autre dossier sur Fass-Boye, les populations noyées dans le deuil. Le journal Le Soleil note qu'à Fass-Boye, où 75 jeunes ont péri, vous le savez, au large des côtes du Cap-Vert en août 2023, les familles des victimes souffrent en silence et rumulent leur chagrin. Sans aucune assistance ni psychologique ni financière de la part de l'État, ce village perdu dans le département de Tivaouane est devenu une terre fantôme et s'apitoie sur son sort. Les séquelles du drame lié à l'immigration irrégulière sont vivaces encore là-bas. Et puis sport à la une du journaliste quotidien, défense centrale des Lions du Sénégal, Abdoulaye Seck, le nouveau roc. Le journal note que placé dans une défense à 3 accompagné de Kalidou Koulibaly et d'Abdou Diallo, Abdoulaye Seck a livré un match de haute facture face à la Mauritanie pour la 4e journée de qualification de la Coupe du Monde 2026. Les Lions ont dominé à Nouakchott la Mauritanie sur la plus petite des marques, 0 but contre 1. Et puis mondial 2026, toujours adversaire des Lions, Soudan du Sud, Soudan, un derby fratricide. L'équipe du Soudan dépose ses valises pour la première fois de son histoire en terre voisine sud-soudanaise pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match historique consacrant la 4e rencontre entre les deux nations après l'épisode de la sécession en 2011. Pour ce match de la 4e journée donc des éliminatoires, une victoire contre les crocodiles du Nil serait un exploit. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 33 minutes. Bonjour Mohamed Sissé. Oui, bonjour Georges. Vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. Avec nous également Malik Guy, directeur exécutif de l'UNACOIS ISL. Bonjour Malik. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Point de vue. D'abord, je commence par vous, Mohamed Sissé. À quelques jours de la fête de la Tabaski, quelle est la situation du marché? Oui, la situation, grosso modo, est normale. Cependant, on peut remarquer quand même une certaine tension sur les prix de certaines denrées de première nécessité, malgré l'offre suffisante. Mais il s'agit d'une non-maîtrise du circuit de distribution et les acteurs qui sont au niveau de l'importation respectent leur marge, parfois même diminuent leur marge, mais il n'y a pas une répercussion au niveau du grossiste, du demi-gros et du détaillant. Et nous le déplorons. Quand nous constatons au niveau de l'huile, le prix le plus fort, c'est 18 500, le bidon de 20 litres. 500. Allez-y à la boutique, vous achetez toujours à 1100 francs, ce qui n'est pas normal. Donc, il devait y avoir une répercussion jusqu'au consommateur final. Et c'est valable aussi au niveau de l'offre en oignons et en pommes de terre. Vous avez plus de 70 000 tonnes de pommes de terre au niveau de Bac, à 9 750 francs le sac de 25 kilos. Normalement,
Vous transportez, vous avez 10 500 au niveau du gros, mais quand vous allez à la boutique, vous pouvez l'acheter plus cher que la normale. Si tous les stades de distribution étaient respectés et que chacun prenne sa marche, le consommateur sénégalais serait soulagé. Mais la non-maîtrise, parce que généralement on ne maîtrise qu'au niveau de l'importation. Mais tout ce qui est demi-gros et détaillant, ils ne respectent pas les prix qui sont homologués, ils ne respectent pas aussi... C'est l'huile et l'oignon seulement qui sont concernés ou bien il y a d'autres produits qui ont connu une hausse de leur prix? Vous savez, les denrées de première nécessité qui doivent subir la baisse, le riz, l'huile, le sucre, mais on peut remarquer quand même qu'au niveau de l'huile, mais la baisse est importante depuis plus de 20 mois. 20 500 homologués, le bidon de 20 litres, jamais atteint. Aujourd'hui, le bidon est à 18 000, mais le détaillant le vend toujours à 1100 francs, ce qui n'est pas normal, alors qu'il aurait pu le vendre à 900 ou 975. Mais étant, comme il n'y a pas eu de base légale, la base légale est de 1100 francs, mais il s'aligne à 1100 francs. C'est valable pour tous les autres produits. Je reviens à vous, Mohamed Cissé. Malik Gueye, directeur exécutif de l'UNACOIS, UNACOIS ISL. Comment expliquer ces hausses notées sur le prix de l'huile, de l'oignon, entre autres, évoquées par Mohamed Cissé? Je vous entends pas bien, mais... Je disais, comment expliquer cette hausse notée sur les prix de certaines denrées, de certains produits comme l'huile, l'oignon, comme l'a évoqué Mohamed Cissé, alors que le marché est très bien approvisionné? Depuis un certain temps, depuis les informations que nous avons eues dans l'étendue du territoire national, d'après les statistiques dans les 14 régions et 46 départements, nous montrent nettement qu'il n'y a pas de manque de denrées de première nécessité dans le marché. Les produits sont en abondance, comme l'huile, le riz, le lait, l'oignon, de même que la pomme de terre. Mais il y a un mois, les importateurs étaient un peu perplexes et étaient un peu hésitants suite à l'annonce faite par les autorités du pays sur la réduction des prix des denrées de première nécessité. Mais actuellement, les activités ont repris, donc tout est revenu à la normale. C'est ce qui expliquait un peu la variation des prix dans le marché. Mais actuellement, tout est revenu à la normale. Le prix du riz, le prix de l'huile, du sucre, de même que aussi le prix du sucre, l'oignon et la pomme de terre est en abondance dans le marché, comme vous pouvez le constater. On a même un surplus de production dans le marché. Donc, ce qui réduit considérablement les prix de l'oignon et de la pomme de terre. Comme il vient de le dire, moi je ne constate pas le fait d'une grande variation sur les prix. Mais quand même, on ne peut pas maîtriser à 100% ce qui se fait dans le marché. Par exemple, si vous allez à Fongolimbi, on ne peut pas maîtriser les prix d'un détaillant quelconque. Mais ce qui se fait dans le marché ici à Dakar, dans les grandes villes, on a à peu près les mêmes prix et les prix n'ont pas varié considérablement. Donc c'est ça que je pourrais dire sur ce qu'il vient d'avancer. Mais il évoque également un non-respect des marges qui conduit à une tension pour ce qui concerne l'oignon et l'huile. En fait, comme vous le savez, il doit y avoir des organes de régulation dans le marché. Quelqu'un qui vend et qui voit ses acheteurs qui s'abondent, il peut vendre à n'importe quel prix. Mais s'il y a des organes de régulation dans le marché, c'est eux qui permettront de respecter
les prix qui se font dans le marché. Par exemple, si à chaque coin de rue, vous avez les autorités ou bien les superviseurs de prix qui sont aux alentours, quand même, vous allez respecter les prix. Mais si on vous laisse à votre choix, c'est ce qui se passe partout. Hein. Si on n'a pas des œillères, si on n'a pas des limites, on fait ce qu'on veut, ce qui est anormal et ce que nous déplorons, nous, en tant que commerçants et industriels du Sénégal. Je reviens à vous, Dr Malick Gueye, directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal. Mohamed Cissé, Malick Gueye rejette ce que vous avez dit, le fait que des prix ont augmenté pour ce qui concerne l'huile et l'oignon. Georges, oui. M. Gueye a reconnu que l'annonce des autorités a rendu incertain la sauce qu'ils vont manger demain. Mais cette annonce n'a pas changé. Jusqu'à présent, les négociations perdurent. Et ça rend incertaine l'économie. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Pourquoi il admet maintenant que les variations ont été maîtrisées? Non. Au contraire. Il soutient que les choses sont retournées à la normale. Pardon? Il soutient que les choses sont retournées à la normale. Non, mais la situation n'a pas changé. Les négociations n'ont pas encore abouti. Ces négociations-là qui perdurent ont entraîné une tension sur l'offre rendant la non-maîtrise des marges. C'est la réalité qui continue. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Rien du tout. Au contraire, le Premier ministre a dit d'ici une semaine. Mais d'ici une semaine, les commerçants se préparent à anticiper s'il y a une éventuelle baisse. C'est pourquoi je dis toujours qu'au niveau importateur, c'est là où il y a une maîtrise. Mais au niveau de micro et détaillant, grossiste jusqu'au détaillant, il n'y a pas une non-maîtrise. Il y a une non-maîtrise de la marge. Ce qui fait que même le détaillant, même l'importateur qui fait une baisse, mais cette baisse-là n'est pas répercutée consécutivement jusqu'au consommateur final. Pour l'oignon, il y a une maîtrise, j'en suis sûr. Mais pour la pomme de terre, allez-y à la boutique du coin, vous l'achetez à 600 francs, alors que à Mban, vous l'achetez 9 750 multiplié par 10,25, c'est 400 francs, moins de 400 francs. Et le grossiste met 500 francs. D'ailleurs, le directeur de l'Agence de régulation des marchés s'est rendu récemment à Mban avec l'association des consommateurs du Sénégal. Mais j'étais avec lui. J'étais avec lui. Donc, je sais ce dont je parle. Maintenant, il faut que ces organisations commerçantes sensibilisent leurs membres. S'ils ont la maîtrise sur leurs membres et qu'ils n'en profitent pas en cette veille de fête où la demande est forte, mais le prix de la pomme de terre ne peut pas dépasser 500 francs au niveau du boutiquier. Mais sans base légale, on ne peut pas aussi contrôler. On ne peut pas contrôler. Pour l'oignon, il y a une maîtrise 350 francs au niveau de la boutique. Normalement, aucun boutiquier ne doit pas dépasser 400 francs. Mais allez-y, Georges, il y a certains points où on vend à la tête du client parce qu'il n'y a pas une base légale et que la demande est forte. Mais heureusement, il n'y a pas que ces condiments-là qui accompagnent le mouton. Justement, parlons du mouton. Est-ce que le marché est bien approvisionné? On parle de près de 810 000 têtes mises sur le marché. Oui. Pour le moment, si le flux continue, l'approvisionnement est normal. On peut le constater au niveau de la frontière malienne, et de la frontière mauritanienne. Je veux parler de Médina Ndiabé, je peux parler aussi de qui. Et Kawon, Birkelane, c'est Misra. Et
quand je me promène au niveau de Dakar et département, la présence des moutons domestiques est importante. Cependant, les prix sont élevés. Ouais, les prix sont jugés très coûteux. Et si les prix sont élevés, c'est pourquoi nous demandons à ce que les éleveurs viennent en masse et ne pas attendre le dernier jour pour venir à Dakar. Mais Tabaski wolof day wax ciogal. C'est le ciogal qui peut être accessible aux consommateurs les plus démunis. Mais l'animal élevé dans une maison avec cet aliment de bétail qui coûte cher revient trop cher. Donc, nous demandons à ce que les éleveurs viennent en masse au niveau de Dakar et investissent les points de vente afin que le pauvre Gogol puisse quand même acheter son mouton. Et nous insistons sur la régulation. Moi, en tant que défenseur de consommateurs, je suis monté quand je vois qu'au niveau d'une région, il y a certains consommateurs qui n'ont pas pu avoir leur mouton. Merci. Parce que l'offre n'était pas suffisante. Merci, Mohamed. Merci Mohamed Sissi. On poursuivra la discussion dans le journal en Wolof avec vous. Vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Malgré directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal, est-ce que les stocks peuvent couvrir les besoins du marché national à quelques jours de la Tabaski? En fait, les stocks sont en donc moi je dirais que il n'y a pas de risque de rupture de stock. Une nette augmentation des prix. Il y en aura pas. Il faut en être sûr sur le marché. En fait, les importations ont été déjà faites. Donc on ne peut pas ajouter des marges sur des produits qu'on n'a pas importés. Donc tout est déjà fait. Les produits sont actuellement dans le marché en abondance. Donc, pourquoi augmenter le prix à quelques jours de la Tabaski? Donc, nous, nos membres ne le feront pas. Monsieur Sissé, je l'ai entendu dire que voilà, il n'y a pas une certaine maîtrise sur leurs membres. Là, c'est une question. On a une parfaite maîtrise de nos membres. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que dans le marché, il doit y avoir une organe de régulation. Voilà, c'est ça qui pose problème. Donc, dans tous les secteurs, hein, partout là où vous allez, si vous n'avez pas des organes de régulation, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, c'est ça qu'on déplore. Donc, on demande et on fait appel aux autorités qu'il y ait plus de régulation dans le marché pour qu'on puisse respecter les prix dans le marché. Il a évoqué un point essentiel, c'est le point des centres de stockage. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas une certaine régularité dans le marché. Si vous produisez de l'oignon et de la pomme de terre en mois de janvier-février, si vous n'avez pas des centres de stockage à la fin du mois de juin, à la période du mois de Tabaski, en fait, il y a une petite rupture, ce qui entraîne une petite augmentation du prix de la pomme de terre et de l'oignon. Donc, on appelle aux autorités, au secteur privé, à investir davantage sur les centres de stockage pour permettre une régularité des denrées de première nécessité dans le marché. Donc, un problème de logistique se pose pour approvisionner le marché. Comment? J'ai dit donc un problème de logistique se pose pour approvisionner correctement le marché. Oui, c'est ça qui fait que y a des problèmes d'irrégularité dans le marché. Si vous n'avez pas assez de stock dans les centres de stockage, vous ne pouvez pas alimenter le marché intérieur. Donc c'est ce qui fait que à quelques jours de la fête de Tabaski, on ressent une nette diminution, mais cela n'influe pas d'une manière générale dans le marché.
Merci Malik Gueye, directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal. Merci également à Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN. C'était Point de vue. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de cette édition, mais Sambay à la digitalisation. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogoudienne pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Et bon après-midi à toutes et à tous. Merci à Ombaï, chef d'édition.